Bonjour et bienvenue à tous. Nous abordons dans cette séquence de l'Université de la vie consacrée à la liberté la question cruciale de l'euthanasie. Je pense que ça ne vous a pas échappé, ce sujet est très présent dans les médias qui relayent sans cesse des situations douloureuses ou des personnalités qui en font par exemple une promotion assumée. Ou encore des séries, des films qui en parlent la plupart du temps vraiment dans un seul sens. Et donc nous avons construit avec quelques invités une séquence complète afin de se poser ensemble les bonnes questions. Nous irons aussi dans cette séquence à la rencontre de soignants, de soins palliatifs, pour apercevoir ce qui se vit dans ces centres de soins où les personnes sont considérées vraiment jusqu'au bout. Et dans ces lieux, vous le verrez, nous rencontrerons des personnes qui déploient des trésors d'inventivité et d'amour pour mettre de la vie à ces jours qui sont parfois comptés. Et donc, comme chaque fois, vous avez l'habitude maintenant, nous allons commencer par cette petite séquence de micro-trottoir, voilà, avec ces passants que nous sommes allés questionner dans la rue. Et cette fois, nous leur avons demandé, pour vous, ça veut dire quoi mourir dans la dignité ? On leur a aussi demandé qu'est-ce qui favorise une fin de vie plus digne et pensez-vous que l'euthanasie soit un moyen de mourir dans la dignité ? Et enfin, est-ce que vous pensez que votre dignité serait amoindrie si vous devenez dépendant ? Le micro-trottoir, c'est parti. Alors mourir dans la dignité, c'est mourir avec un accompagnement et accompagner aussi ceux qui sont en fin de vie de façon déjà sans trop de souffrance, puisqu'aujourd'hui il y a quand même les soins palliatifs qui existent, mais il faut de la dignité. On ne peut pas, pour les personnes âgées c'est un gros sujet, hein. Dans les EHPAD c'est des mouroirs, hein. Je peux vous dire que je connais bien ça. C'est quand même compliqué. Je trouve qu'il y a le respect de la vie, il doit être là jusqu'au bout. Vraiment, c'est très important. Pour moi, mourir dans la dignité. Les Vikings parlaient de mourir l'arme à la main. Pour moi, mourir dans la dignité, c'est mourir plus ou moins en ayant la maîtrise de ses moyens, ayant mené une vie jugée bonne, selon la morale, justement, selon la morale, selon les critères qui régissent notre société. Ça va être un choix de ne pas vouloir se voir ou être vu par les autres en train de se dégrader. Donc ça va être, imaginons, Alzheimer, ça va être avoir fait un AVC et plus répondre de ses fonctions premières. Et juste par... c'est pas de l'ego, c'est aussi de se préparer et de se dire peut-être que c'est des gens aussi qui ont peur de mourir et qui préfèrent se dire demain c'est fini, j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai bien organisé la chose. Et du coup dans la dignité, parce qu'on sait qu'à ce moment-là on était prêt d'accueillir la mort plutôt que de la subir. Dignement, je pense que sûrement que c'est entouré de ses proches, parce que c'est pas un moment que, j'imagine, c'est un moment très angoissant et de le vivre seul, ça doit être vraiment très très difficile, bien que je pense qu'il y a plus de la moitié des cas qui ça se passe comme ça. Et justement, je pense que quand on parle de mourir dignement, et du coup via les assistances médicalisées notamment, c'est un moment où on se fait entourer et que c'est vraiment comme une passation, comme un voyage vers quelque part, alors que c'est bête, mais le suicide, on n'a jamais dit que c'était mourir dignement. C'est plutôt quelque chose de pointé du doigt, alors que c'est la même chose, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre fin à sa vie. Alors certes, je pense qu'il va très mal à la base, ou alors il n'a pas les moyens d'accéder à, comme en France, c'est pas très encore ok le fait de se faire médicalement assister pour mourir, mais dans tous les cas, mourir dignement, pour moi, ça voudrait dire sans angoisse et du coup sûrement accompagné de mes proches, quoi. Mourir dans la dignité, c'est avoir des soins de qualité d'abord et être entouré de ses proches. C'est ne pas souffrir. Je sais qu'il y en a qui souffrent énormément avant de mourir. Je trouve ça affreux. Donc oui, je suis pour qu'on les aide
à être plus détendu face au grand voyage. Choisir le moment de sa mort, sans se suicider forcément. D'accueillir ses souhaits, parce que les souhaits sont différents d'une personne à l'autre. Et vraiment, quand une personne ne veut plus, justement les soins palliatifs sont ça, on ne soigne plus, mais on soulage. Il faut vraiment que ça soit très présent dans la tête et du corps médical et des familles. Quand la personne le souhaite, quand elle peut encore le dire, s'exprimer, je trouve que c'est quand même c'est vital. Mes décisions, mon testament, voilà. L'investissement en santé, l'investissement dans des lieux de soins palliatifs qui sont humanisés, avec moi je dirais des belles chambres, un accès aux proches facilitant, des soins de confort. Il faut investir, ça coûte de l'argent. Et aussi respecter ceux qui veulent mourir à la maison. Alors avoir des soins à domicile adéquats pour aider ces gens-là. De l'avoir choisi d'abord, et puis de souffrir le moins possible. Voilà. D'accord. Comme les animaux. Je comprends tout à fait les personnes qui pensent ça, personnellement. Je comprends aussi celles qui sont contre. Du moment que c'est la personne elle-même qui prend la décision. Écoutez, nous au Québec, on appelle ça l'aide médicale à mourir. J'ai un oncle qui est mort comme ça. Je trouve ça très troublant de choisir la date de sa mort, mais je respecte à 100% ses choix. Ah non, c'est pas l'euthanasie. Ça n'a rien à voir. Choisir sa mort et euthanasier, ça n'a rien à voir. Quelle différence vous faites entre les deux? Bon, par exemple, quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, actuellement, les médecins lui donnent des pompes à héroïne, des choses comme ça, et la personne s'éteint doucement. C'est pas euthanasier, ça. Euthanasier, c'est un choix de tuer quelqu'un délibérément, avec ou sans son accord. Non, pas du tout. Il faut accepter nos limites à un moment donné. Déjà, je vieillis puis je vois quelques limites apparaître. Donc, il faut que je me regarde en face un jour. Si je ne suis plus capable de marcher, etc., il faut que, humblement, j'accepte de l'aide. Et pour moi, non, c'est pas indigne du tout, du tout. Et même, ça me toucherait énormément que quelqu'un accepte de s'occuper de moi. Je serais infiniment reconnaissante. Non, c'est une question d'humilité. Je crois qu'il faut accepter de l'aide. Oui. Notre premier intervenant est le philosophe Jacques Ricot. Ça fait de nombreuses années qu'il travaille sur la fin de vie. Il est notamment membre de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP. Il intervient aussi régulièrement dans les formations pour le personnel soignant. Il est aussi un ancien membre du groupe nantais d'éthique qui est rattaché au CHU de Nantes et il a écrit plusieurs livres, notamment Penser la fin de vie qui a été publié en 2019. Jacques Ricot va explorer pour nous cette question de la liberté en fin de vie. Est-ce que l'euthanasie serait cette ultime liberté revendiquée par les promoteurs de l'euthanasie ou est-ce que ce serait plutôt un piège sans fond? Jacques Ricot. Avant de chercher à légitimer l'euthanasie et le suicide assisté au nom de la liberté, on a longtemps invoqué un tout autre concept, celui de la dignité, au point que le syntagme « mourir dans la dignité », qui sert d'étendard aux militants pro-euthanasie, a fini par devenir un synonyme de « mourir euthanasié ». On avait alors confondu l'inaltérable dignité avec le sentiment subjectif que chacun peut éprouver de sa propre dignité. Les médias, l'opinion, une grande partie de la classe politique ont succombé à cette étrange confusion autour du sens du mot de dignité. On peut même parler ici d'un véritable hold-up sémantique, pourtant dénoncé depuis longtemps, y compris par des militants favorables à l'euthanasie,
Je pense parmi bien d'autres à André Comte-Sponville, membre du comité de parrainage de la DMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui a écrit avec une honnêteté intellectuelle qui l'honore, ce n'est pas une question de dignité, l'association qui en fait son mot d'ordre principal et son sigle a toute ma sympathie, mais se trompe sur ce point. Si tous les hommes, c'est toujours Comte-Sponville qui parle, sont égaux en droit et en dignité, cette dernière ne saurait varier selon les circonstances, fussent-elles atroces. En quoi un polyhandicapé ou un grabataire sont-ils moins dignes de respect qu'un valide ? En rien, bien sûr. En quoi leur dignité les protège-t-elle de l'horreur ? En rien non plus. Ce n'est pas une question de dignité, mais de liberté. Voilà ce que dit Comte-Sponville. C'est donc cette notion de liberté qu'il convient d'interroger. Elle recèle bien des pièges. Comme l'a dit Paul Valéry dans un texte célèbre, la liberté est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu'aux phrases qui déchaînent le tonnerre. Et en effet, il suffit de brandir ce mot de liberté quand on veut susciter des ovations frénétiques. Pour déclencher le tonnerre d'applaudissements dont parle Paul Valéry, il a suffi au député Olivier Falorni de déclarer à la tribune de l'Assemblée nationale le 8 avril 2021, je le cite, « Notre démocratie a su conquérir une à une toutes les libertés, toutes sauf une, l'ultime, celle qui nous concerne toutes et tous, c'est-à-dire la liberté de choisir sa mort. » Mais qui prend le temps d'y voir clair, qui prend le temps de la réflexion au lieu de céder à des réflexes purement émotionnels. Comment débusquer les analyses illusoires et résister au déchaînement des acclamations bruyantes et satisfaites d'elles-mêmes. Posons des questions. Est-il certain que le suicide soit une liberté ? Et à supposer qu'il en soit une, ce qui est loin d'être acquis, ne se met-il pas en état d'extrême dépendance à autrui, celui qui ne procède pas lui-même, tout seul, à ce suicide? Ne confisque-t-il pas la liberté de celui qui doit l'aider activement à mourir, selon l'expression en usage? Aux évidences simplistes, préférons donc toujours la réflexion tranquille et commençons par un rappel de bon sens. Deux événements bordent nécessairement l'existence des humains, comme celle de tous les autres êtres vivants. La naissance et la mort. Nous ne sommes pas libres de naître ou de ne pas naître. Nous ne sommes pas libres de mourir ou de ne pas mourir. On ne choisit pas plus la naissance que la mort. C'est elles qui nous choisissent. Naissance et mort sont les lieux d'une démaîtrise constitutive de notre condition humaine. Le suicide n'est pas une ultime liberté. Mais si l'option de l'immortalité terrestre nous est fermée, si on n'est pas libre de refuser la mort, du moins, pense-t-on, peut-on choisir sa mort, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on va mourir et aussi le moment où l'on va mourir. On retrouverait alors un espace de liberté en anticipant sa mort, en refusant qu'elle survienne à son heure, certes, elle aura le dernier mot, mais en capitulant avant l'échéance, on aura eu le sentiment de l'avoir apprivoisé dans un geste d'ultime liberté. En réalité, en lui rendant les armes prématurément, on n'aura fait qu'avancer son triomphe. Notre liberté apparente d'en finir n'aura été que l'abdication de notre liberté, puisque la mort nous privera définitivement de toute capacité d'initiative, si ténue soit-elle. Dirions-nous qu'un homme qui librement consentirait à être réduit en esclavage exercerait une liberté authentique au moment où il y renoncerait? Toute justification du suicide, qu'il soit ou non encadré par une assistance ou par un geste euthanasique, bute sur cette contradiction. Par quel tour de passe-passe, alors, parvient-on à justifier les programmes de prévention du suicide et à proposer, en même temps, ce moyen d'en finir? On ne devrait pas banaliser le suicide au nom de la prétendue liberté qu'elle offrirait à ses membres. Comment expliquer, par exemple, que le Code pénal condamne la provocation au suicide? C'est l'article 223.13 et 223.14. Et que le secours apporté à un suicidaire
non seulement n'est pas puni par la loi, mais est moralement considéré comme plutôt vertueux. Ce n'est pas pour porter atteinte à la liberté du suicidaire que l'on peut s'opposer fraternellement à son geste. Et pourtant, certains considèrent que le suicide relève d'une sorte de liberté personnelle. Je dis ça entre guillemets, mais dans un sens très délimité parce que sur cet acte singulier, souvent énigmatique, solitaire et personnel, le droit s'abstient. Pour le droit, le suicide n'est pas une infraction. Cette liberté personnelle concédée par le juriste n'a rien à voir avec l'exercice d'un véritable choix fondé en raison et garanti par le corps social, qui en ferait une sorte de droit opposable, comme le sont les libertés d'expression, les libertés syndicales et que sais-je encore. La liberté personnelle signifie exactement ceci. Contrairement à la règle qui prévalait dans l'Ancien Régime, ni le suicide, ni la tentative de suicide ne se considéraient comme des violations ou des fautes méritant réprobation, mais plutôt comme des malheurs. Le droit se borne à constater une simple possibilité laissée à l'individu. En clair, la loi, en se taisant sur le suicide, dit seulement qu'il n'est pas interdit, qu'il est une possibilité non répréhensible. Pourrait-on alors parler de liberté, d'ultime liberté? Mais ce serait alors confondre une possibilité factuelle avec un libre choix raisonné, où se présenteraient plusieurs options. C'est ce qu'avait expliqué le généticien Axel Kahn, décédé d'un cancer en juillet 2021. En raison de sa notoriété et de son courage aussi devant sa mort prévisible à court terme, sa situation avait été très médiatisée. Mais bizarrement, on n'a pas cherché à faire connaître sa position sur le suicide. Or, dans son livre intitulé précisément « L'ultime liberté », il expliquait son opposition résolue au suicide assisté et à l'euthanasie, alors que son père, très admiré, s'était suicidé. Axel Kahn considérait que jamais le suicide assisté, ou non, pouvait résulter d'une ultime liberté. C'est le sens du point d'interrogation qui ponctue le titre « L'ultime liberté ». Car, disait-il, ceux qui en viennent à commettre ou même simplement à demander cet acte estiment qu'ils n'ont pas d'autre issue. Ils ne voient pas pourquoi et comment ils pourraient continuer leur existence. Ils ne sont donc pas libres, mais prisonniers de la manière dont ils perçoivent leur situation présente. Récusant l'idée que le suicide fût une ultime liberté, Axel Kahn pouvait donc conclure, à l'évidence, l'ultime liberté se situe presque toujours au-delà de la liberté, c'est-à-dire s'exerce lorsqu'on a cessé d'être libre. Si le suicide n'est pas une authentique liberté, mais une simple possibilité, une simple éventualité non répréhensible juridiquement, on imagine mal comment on peut prétendre sans risque grave encadrer et donc légaliser son assistance, ce que pourtant certains pays, certes encore très minoritaires, ont cru devoir faire. La mort donnée par autrui, avec l'assentiment de la loi, modifie en profondeur la nature du lien social. Je n'entrerai pas ici dans la différence pourtant importante entre l'euthanasie et le suicide assisté. L'euthanasie, on le sait, c'est le geste par lequel un soignant, c'est à lui que revient en général ce geste, en violation du serment d'Hippocrate, met fin au jour de son patient, à certaines conditions. Le suicide assisté, c'est la mise à disposition d'un produit létal que le suicidaire ingurgitera lui-même. La différence est évidemment de taille, puisque dans le premier cas, la mort est instantanée, elle survient après une injection létale en règle générale, alors que dans le second, la personne a la possibilité de se raviser en n'absorbant pas le poison, ce qui se produit d'ailleurs parfois. Mais cette différence ne doit pas occulter que c'est bien la même logique qui est à l'œuvre dans l'euthanasie et dans le suicide assisté. Cette logique, c'est la suivante. Un tiers approuve la volonté d'autrui de mettre un terme à sa vie délibérément, valide sa décision et participe plus ou moins activement à sa mise en œuvre. On est là dans une toute autre configuration que celle du suicide qui se passe dans l'espace privé où l'individu décide le plus souvent solitairement de mettre fin à ses jours, choisissant le moyen qui lui convient. Mais dans le cas du suicide assisté ou de l'euthanasie, il ne s'agit plus de ce que les juristes peuvent encore appeler dans leur jargon une liberté personnelle, avec les réserves que j'ai signalées sur l'usage de cette drôle de liberté, mais il s'agit d'une offre faite
par la société à chacun de ses membres. Car tel est bien le message. Choisissez votre mort, choisissez de mourir, c'est un acte de liberté. On habillera dans un premier temps ce message de restrictions diverses, de vérifications plus ou moins obsessionnelles de votre demande, puis on fera sauter l'un après l'autre les garde-fous de la première mouture de la loi, selon une dynamique dont les pays qui ont franchi la ligne rouge montrent déjà l'exemple. Dans la panoplie des accompagnements proposés aux personnes vulnérables, il y aura une option parmi toutes les autres, la suppression légale de votre existence. Et chacun sera invité et même sommé de s'interroger sur cette solution. On vous aidera à mourir, selon un doux euphémisme qui évitera de parler crûment d'euthanasie et de suicide assisté, comme on peut le voir dans les rédactions des propositions de loi que les parlementaires déposent régulièrement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Autrement dit, puisque la loi vous autorise à formuler cette demande, un tiers, c'est-à-dire quelqu'un, une personne, et pas n'importe qui, un soignant en général, mandaté par le corps social pourra y répondre. Ce sera donc un soignant qui fera le geste létal ou qui signera une ordonnance prescrivant le poison mortel. Mais pour qui se prend-il, ce tiers, pour manifester ainsi sa toute-puissance sur la vie d'autrui? Lui dont le métier est d'accompagner, quelle que soit la détresse de celui qui l'a en charge. Où est sa propre liberté s'il ne fait que répondre à l'injonction qui lui est adressée? Il n'est plus le partenaire d'une relation, l'associé dans la lutte contre la souffrance, mais un prestataire de service qui aura renoncé à la grandeur certes difficile de son office, à sa liberté de soigner jusqu'au bout son patient. Il s'agit là d'une rupture colossale dans l'éthique immémoriale du soin dont les effets ne sont pas perceptibles immédiatement parce que ce renoncement se sera paré du vêtement de la compassion et du respect de l'apparente liberté d'autrui. Mais il aura ainsi masqué la dissolution de l'alliance thérapeutique, qui ne sera plus la rencontre entre deux libertés, mais l'abdication de deux libertés, celle du patient qui renonce à la sienne et celle du soignant qui se soumet à la volonté d'autosuppression d'autrui, oublieux, rappelons-le encore, de son serment d'Hippocrate. Pourtant, si la liberté de se supprimer ou d'être supprimé est à l'évidence contradictoire, l'individu n'est pas désarmé pour exercer son authentique liberté quand l'horizon n'est plus la guérison. En effet, il lui appartient de décider, lorsque ses souffrances lui sont insupportables, d'obtenir un soulagement proportionné, même si ce soulagement devait avoir pour effet éventuel d'abréger le nombre de jours qui lui restent à vivre. Il lui appartient aussi de décider en partenariat avec ceux qui prennent soin de lui si les traitements qu'on lui propose méritent d'être entrepris, poursuivis ou limités, ce qui ne sera pas, on le sait bien, sans conséquence sur la durée de sa vie. Cette double liberté honore l'éthique de la relation de soins, celle qui associe le patient et le soignant dans un pacte de confiance, alors que l'euthanasie ou le suicide assisté y met fin avec brutalité. Comme l'a dit et répété Robert Badinter, qui n'a jamais caché son aversion pour toute forme de légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, le droit pénal n'a pas qu'une fonction répressive, il exerce aussi une fonction expressive. Et à ce titre, c'est lui qui parle ainsi, il traduit les valeurs éthiques d'une société. Comment alors qualifier d'éthique la proposition d'offrir des moyens d'une exécution, je pèse mon mot, à la demande, et cela malgré de multiples garanties. Plus généralement, par la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, c'est le sens de la loi qui est menacé en profondeur. Elle n'est plus ce qui humanise la vie selon sa définition traditionnelle, mais ce qui sert les désirs individuels. En ébranlant l'interdit fondateur de la vie sociale, le fameux « tu ne tueras pas », on croit satisfaire une simple revendication individuelle de liberté, mais en réalité, en instituant des exceptions à la règle commune qui interdit de tuer, le législateur enclenche une dynamique qui tôt ou tard lui échappera. Le paravent de la liberté derrière lequel il se sera abrité aura réussi à faire oublier qu'en dernière instance, c'est bien la société qui aura décidé à quelles conditions on aura donné la mort. Autrement dit,
Par son dispositif légal, la société aura décidé qui peut être exécuté et qui ne le peut pas. Elle aura déterminé qui est libre et qui ne l'est pas. Elle aura ouvert la boîte de Pandore. Jacques Ricot vient de nous expliquer à quel point supprimer l'interdit de tuer est une mauvaise réponse à des questions importantes. Cela ouvrirait littéralement la boîte de Pandore et ce serait la rupture d'une digue qui enclenchera une dynamique qui, tôt ou tard, échappera aux législateurs. Eh bien, notre second intervenant va précisément nous décrire ce qui se passe quand on ouvre cette boîte de Pandore. Henri de Sauce va explorer pour nous comment les promoteurs de ce qu'on peut appeler une idéologie mortifère opèrent pour gagner du terrain et ont réussi finalement à faire tomber comme ça quelques pays. Et surtout, il va nous dérouler une à une les 9 dérives inhérentes à ces lois qui dépénalisent l'euthanasie ou le suicide assisté. Et la description de ces 9 dérives est vraiment basée sur des faits objectifs puisque c'est ce qui s'observe déjà très concrètement à l'étranger. Henri de Sauce a travaillé en profondeur chacun de ces points, de ces sujets, de ces arguments et il publie ce mois-ci un essai très clair et très accessible aux éditions Salvator. Son livre s'appelle « Euthanasie, l'impasse » et il est à retrouver en librairie. Nous allons d'abord aller du côté de l'émission Envoyé spécial. Sur ce sujet de l'euthanasie, on entend souvent cet argument que les Français sont pour, que les Français demandent l'euthanasie ou encore les sondages chaque année viennent nous dire qu'une majorité de Français y est favorable. Alors c'est une jolie figure d'unanimité, si vous vous rappelez le focus que nous avons vu à la séquence 1, cette figure dialectique d'unanimité. Eh bien, en 2017, des journalistes sont allés enquêter sur ces sondages et leur mode de fabrication dans cette émission Envoyé spécial, et vous allez voir, c'est très éclairant. Ça commence par une analyse en fait de la question qui est l'objet en fait de ces sondages récurrents et qui donne toujours le même type de réponse. Une réponse dont on entend vraiment beaucoup trop parler. Alors vous allez voir, est-ce que cette formulation de question engendre vraiment une réponse libre ou alors est-ce que c'est plutôt une forme de choix truqué? Vous allez voir ce décryptage, c'est parti. Certaines personnes souffrant de maladies insupportables et incurables demandent parfois aux médecins une euthanasie, c'est-à-dire qu'on mette fin à leur vie sans souffrance. Selon vous, la loi française devrait-elle autoriser les médecins à mettre fin sans souffrance à la vie de ces personnes atteintes de maladies insupportables et incurables si elles le demandent? Souffrance, insupportable, incurable. Cette question aurait-elle orienté les réponses? À la fin du meeting, nous interpellons Jean-Luc Romero. Est-ce que c'est pas un moyen, quand même, en posant la question comme ça, de faire gonfler le chiffre et de le faire monter à 90%, 95%? Écoutez, moi tout ce que je vous dis, c'est aller dans la rue, poser la question aux gens. C'est quand ces sondages ils sont constants, on sait ce que ça peut être les sondages, ils sont faits depuis des années. Et vous demandez, je pense qu'il faut le demander à l'IFOP, parce que c'est des spécialistes, j'en suis pas un, ils posent ces mêmes questions depuis des années, on a les mêmes réponses. Donc ça veut bien dire quelque chose. Avant d'aller voir l'IFOP, nous avons soumis cette question à un expert en la matière, Alain Garrigou. Ce professeur de sciences politiques passe sa vie à décortiquer les sondages. Il a l'habitude de lire entre les lignes. Et alors là, il suffit de chausser les lunettes, de regarder et tout de suite, ça me saute aux yeux. Je vois 2 fois souffrant, insupportable, incurable, souffrance, le dernier mot. Si vous voulez, nous sommes dans l'ordre là absolument de la compassion. Ça, ce n'est pas une question neutre, c'est une question qui incite à la compassion et qui fait de celui qui n'accepte pas une sorte de salaud. Une question neutre serait plutôt posée comme ça. D'après vous, faut-il faire voter une loi visant à autoriser l'euthanasie? Selon Alain Garrigou, la formulation choisie par l'IFOP serait volontairement biaisée pour orienter les réponses. Je prends l'IFOP en flagrant délit de faute méthodologique. Cette question n'est pas neutre, voilà. Et elle va dans le sens du commanditaire.
Là, on a cherché à manipuler, Alors, à les sonder ou pas? Il y a une réponse simple. Qui est le commanditaire du sondage? Une association qui est en faveur de l'euthanasie, du suicide assisté. Bon, ben vous avez la réponse. Sommes-nous, en France, à la veille d'un basculement éthique majeur? Une loi autorisant l'euthanasie, ou le suicide assisté, sera-t-elle votée dans un proche avenir? Le risque est réel. Et je voudrais maintenant vous expliquer pourquoi l'euthanasie est à notre porte, avant d'en montrer les dérives et les dangers. Les partisans de l'euthanasie s'appuient en permanence sur quelques arguments, principaux en particulier celui de l'ultime liberté à conquérir et celui d'anticiper sa mort pour éviter de longues souffrances. Ils s'appuient aussi beaucoup sur l'exemple de pays ayant légalisé cette pratique. Selon eux, les lois y sont bien appliquées, les conditions bien respectées, il n'y a pas de dérive. Il suffirait donc d'imiter ces pays prétendus modèles, car ils seraient en avance sur le sens inévitable de l'histoire, tous les pays devant y parvenir, tôt ou tard. Dans un premier temps, prenons la mesure des récentes offensives pour obtenir de telles lois, à l'étranger comme en France. À l'étranger, tout d'abord, mettons d'emblée à part le cas de la Suisse qui, depuis 1937, dépénalise l'assistance au suicide si elle n'est pas effectuée dans un but égoïste via des associations. Les premiers pays ayant mis en place un dispositif officiel pour réaliser des euthanasies sont les Pays-Bas en 2001, suivis par la Belgique en 2002 et le Luxembourg en 2009. Ces trois pays du Benelux sont longtemps restés les seuls. Mais depuis quelques années, des offensives permanentes sont menées, surtout dans les pays de culture occidentale, pour obtenir des législations similaires. Il s'agit d'un vrai combat idéologique, méthodique, persévérant, coordonné au niveau international. Deux méthodes sont mises en œuvre pour parvenir à ces législations. La première, très classique, consiste à multiplier les propositions de loi pour susciter des débats nationaux et obtenir au final un vote majoritaire. Dans les États de culture anglo-saxonne, c'est le dispositif du suicide assisté qui progresse ces dernières années, comme dans certains États des États-Unis, de l'Australie ou de Nouvelle-Zélande. En Europe, c'est davantage l'euthanasie, impliquant le corps médical, qui est privilégié, comme l'an dernier en Espagne et peut-être demain au Portugal. La seconde méthode est nouvelle et beaucoup plus pernicieuse. Elle consiste à obtenir un jugement de la part de la Cour constitutionnelle du pays pour obliger le gouvernement et le Parlement à dépénaliser l'euthanasie ou l'aide au suicide. Elle a été mise en œuvre pour la première fois au Canada. Dans la province du Québec, une loi sur l'aide médicale à mourir a été votée selon la méthode classique. Mais au niveau fédéral, l'année suivante, c'est la Cour suprême du pays qui a déclaré contraire à la Constitution une loi qui pénalisait l'aide au suicide. Le gouvernement a été contraint, en 2016, de généraliser à l'ensemble du pays l'aide médicale à mourir. On retrouve cette même démarche judiciaire entre fin 2019 et fin 2020 en Italie, en Allemagne et en Autriche. Dans ces trois pays tout proches, les juges ont interprété leur constitution dans un sens nouveau pour affirmer que désormais, on ne pouvait pas interdire le suicide assisté. Les parlements concernés sont ainsi obligés de créer un dispositif pour le rendre possible dans les mois à venir. Il s'agit d'une interprétation paradoxale du droit au respect de la vie privée. Le président de la Cour constitutionnelle allemande a ainsi déclaré que les patients ont, je cite, le droit de choisir leur mort et que ce droit inclut la liberté de se retirer la vie et de demander de l'aide pour le faire. Mais quelle est la légitimité de quelques magistrats, fonctionnaires de métier, pour imposer à leur Parlement une telle vision de la liberté? En créant de toutes pièces un droit à la mort autodéterminée, ils fragilisent le principe fondamental de l'interdit de tuer. C'est pourtant sur ce principe
que repose toute la confiance entre soignants et soignés, ainsi que tous nos efforts pour lutter contre le suicide à tous les âges. Et la France, elle n'est pas exclue de cette vaste offensive, bien au contraire. Faire basculer la France constituerait une victoire symbolique majeure pour les partisans de l'euthanasie, qui se battent dans ce but depuis plus de 40 ans. Ils se mobilisent à tous les niveaux. Exploitation médiatique de drames familiaux et individuels, souvenons-nous de l'affaire Vincent Lambert, tribunes dans les journaux, débats à la radio, à la télévision, films militants comme celui de François Ozon l'automne dernier, tout s'est bien passé, appel à des people comme encore ces derniers mois, Line Renaud, Alain Delon, Françoise Hardy, etc. Dès 1980, rappelons-le, une première proposition de loi pour légaliser l'euthanasie était débattue au Sénat à l'initiative d'Henri Caillavet. Depuis, plusieurs dizaines de propositions de loi ont été déposées au Parlement dans le même but, dont pas moins de 6 textes différents depuis le début du quinquennat. En avril dernier, la proposition de loi d'Olivier Falorni a failli aboutir. Pour la première fois dans notre histoire, la majorité des députés présents a voté le principe de la légalisation de l'euthanasie sous l'expression ambiguë d'assistance médicalisée active à mourir. Heureusement, la totalité du texte n'a pas pu être examinée dans le délai imparti. Ses partisans, depuis, pressent le gouvernement de reprendre ce texte à son compte. Ce ne sera sans doute pas le cas d'ici la fin du quinquennat, mais d'autres initiatives menacent. Déjà, le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, s'est autosaisi de cette question et veut rendre un nouvel avis dans les prochains mois. Il veut évaluer la loi fin de vie Claes-Leonetti de 2016 et notamment, je cite, « identifier les situations exceptionnelles telles les maladies neurovégétatives à évolution lente auxquelles cette loi ne permet pas de répondre ». Il vise par exemple la maladie de Charcot. N'est-ce pas laisser entendre qu'il voudrait ouvrir une brèche via une sorte d'exception d'euthanasie qu'il évoquait déjà dans un avis en 2000 ? Par ailleurs, le gouvernement a lancé l'idée d'une convention citoyenne sur la fin de vie, comme cela a été le cas pour le climat. On imagine déjà le résultat. En 2013, une conférence de citoyens organisée par l'IFOP avait conclu en faveur du suicide assisté et de l'exception d'euthanasie. Mais le plus grave se joue sans doute sur le terrain purement juridique. Dignitas, une des principales associations qui organise des suicides assistés en Suisse, a déposé un recours devant le Conseil d'État français en septembre dernier. Son but ultime, c'est que notre Conseil constitutionnel prenne le même type de position que ceux d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie. Dignitas espère ainsi forcer le Parlement à voter une loi permettant le suicide assisté en France. Alors, regardons dans un deuxième temps ce qui se passe quand un pays légalise l'euthanasie ou le suicide assisté. Il y en a une douzaine sur près de 200 États dans le monde. Leur point commun, c'est que la réalité ne correspond pas à l'image idéale qu'ils veulent en donner à l'extérieur. Après quelques années de pratique, de sérieux glissements éthiques peuvent être mis en lumière. Faisons la liste des principales dérives. Premièrement, ce qui devait rester un acte exceptionnel tend à se banaliser progressivement. Dans tous les pays concernés, le nombre officiel d'euthanasie ou de suicide assisté augmente sans cesse. Ces actes officiels représentent déjà 2,5% des décès au Canada, à peine 4 ans après la légalisation, et jusqu'à près de 5% aux Pays-Bas au bout de 20 ans de pratique. 5% des décès, cela ferait en France environ 30 000 euthanasies à réaliser par an, plus de 80 par jour, dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou à domicile. Deuxièmement, ce qui devait conduire à la disparition des euthanasies clandestines, par un encadrement très strict de la loi, se traduit en réalité par le maintien d'un grand nombre de cas non déclarés. En Belgique, par exemple, d'après plusieurs études, une euthanasie sur 3 ne serait toujours pas déclarée à la Commission nationale de contrôle.
En réalité, celle-ci ne fait qu'enregistrer les déclarations que les médecins veulent bien lui faire. La Commission le reconnaît d'ailleurs officiellement dans ses rapports. Troisièmement, ce qui ne devait concerner par principe que des personnes âgées atteintes de maladies incurables et en fin de vie tend à s'appliquer même si l'on n'est pas en fin de vie et à tout âge, y compris pour des enfants mineurs dans certains pays. Au Canada, par exemple, une condition essentielle de la loi de 2016 était que la mort devait être raisonnablement prévisible. Début 2021, à peine 5 ans plus tard, une autre loi a supprimé cette condition. Désormais, des personnes atteintes de maladies incurables, mais qui ne sont pas en fin de vie, y compris des personnes handicapées, peuvent demander l'euthanasie. Et en Belgique, la loi a été modifiée en 2014 pour permettre l'euthanasie de mineurs sans condition, sans aucune condition d'âge. Les premiers décès ont concerné des enfants de 9, 11 et 17 ans. Quatrièmement, ce qui devait rester limité à des souffrances, à des situations de souffrance insupportables et inapaisables, tend à toucher maintenant des personnes âgées seulement, entre guillemets, fatiguées de vivre. Les Pays-Bas et la Belgique débattent de cette extension depuis plusieurs années et vont sans doute y parvenir. Même en l'absence de maladies incurables et de souffrances insupportables, on pourra être euthanasié, par exemple, à partir de 75 ans. Et en Suisse, le suicide assisté est déjà beaucoup plus facilement accepté pour cette raison. Cinquièmement, ce qui devait être vérifié de façon objective par le corps médical ou par des commissions de contrôle reste en réalité incontrôlable. De fait, la mesure des douleurs physiques et surtout de la souffrance psychologique demeure éminemment subjective. Qui peut se permettre de contester la personne qui affirme que ces souffrances lui sont insupportables? Un seul exemple, parmi des multiples cas médiatisés. 2 frères jumeaux de 45 ans, nés sourds et devenant progressivement aveugles, ont été euthanasiés en Belgique en 2012. La crainte de ne plus se voir a été considérée comme une souffrance psychique insupportable. J'insiste sur ce point fondamental. Quelles que soient les prétendues conditions strictes contenues dans ces lois, les dérives se révèlent inévitables, puisque l'individu est le seul juge de sa souffrance. La société doit s'incliner devant sa liberté individuelle, considérée comme la clé de voûte de tout le dispositif. Sixièmement, ce qui devait rester la conséquence d'un choix pleinement conscient, libre et éclairé devient accessible pour des malades souffrant de dépression, de troubles psychiatriques ou de démence. Les malades d'Alzheimer sont particulièrement visés. Au Canada, par exemple, la dernière loi de 2021 leur permet d'être euthanasiés sur la base de directives anticipées. En Belgique comme en Suisse, ce sont des détenus en prison qui en viennent à réclamer ce qui pourrait s'apparenter comme une nouvelle forme, entre guillemets, de peine de mort. Septièmement, ce qui devait être concilié avec un fort développement des soins palliatifs se traduit par un détournement de la nature de cet accompagnement médical et humain. Un flou croissant se développe entre le laisser mourir et le faire mourir, en particulier avec les processus de sédation terminale. Dans tous les pays concernés, d'ailleurs, l'euthanasie est considérée comme l'ultime soin palliatif, entraînant une confusion dramatique sur les objectifs poursuivis. Huitièmement, ce qui ne devait faire l'objet d'aucune incitation directe ou indirecte tend à être présenté comme un acte généreux et altruiste à promouvoir s'il est lié à un don d'organes. Au Benelux comme au Canada, certains médecins réclament aujourd'hui de pouvoir extraire les organes du patient avant sa mort. Le prélèvement d'un cœur, par exemple, deviendrait alors la cause du décès et non plus le produit létal. Une euthanasie par prélèvement d'organes, en somme. Neuvièmement, enfin, ce qui ne devait pas faire obstacle à une réelle liberté de conscience pour les établissements de soins et le personnel soignant, donne lieu à des pressions juridiques et financières croissantes. Ce sujet est évoqué par ailleurs, je ne le détaille pas.
Que conclure de ce panorama inquiétant? Tous les pays qui ont ouvert la boîte de Pandore de l'euthanasie sont dans l'incapacité de la maîtriser. Ces lois modifient en profondeur la culture et les pratiques sociales. On connaît bien l'adage « puisque c'est légal, c'est moral ». La conscience collective s'émousse et finit par tolérer, voire désirer ces évolutions. Mais il n'y a aucune fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à nous aligner sur les moins-disants éthiques. Pour accompagner la fin de vie, notre pays a développé une troisième voie que nous devons préserver, celle contenue dans la fameuse loi Leonetti de 2005, votée à l'unanimité. Elle se résume ainsi, ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, mais des soins palliatifs de qualité, accessibles à tous. Certes, beaucoup reste à faire dans ce domaine. Il existe encore de mauvaises prises en charge médicales, par formation insuffisante des soignants ou par manque de moyens. À l'évidence, légaliser l'euthanasie sera la mesure dite sociétale au cœur des débats de l'élection présidentielle à venir. Soyons sûrs que c'est une mauvaise réponse à de vraies questions et faisons-le savoir. Alors pour tous ceux qui aimeraient aller plus loin, eh bien, le livre d'Henri Dessaulles, c'est vraiment là pour ça. Après ces deux riches enseignements, moi j'ai le sentiment un peu qu'on est vraiment dans cette interpellation que nous a fait Bernanos, que nous avons déjà cité au cours de cette Université de la vie. La pire menace pour la liberté, c'est qu'on ne la comprenne plus. Et nous allons maintenant accueillir notre troisième grand témoin, le docteur Alexis Burneau, qui nous vient vraiment du terrain, du cœur de ce qui se vit en fin de vie, puisqu'il a été longtemps médecin urgentiste, il a eu une activité au SAMU, il a aussi travaillé dans les rapatriements d'urgence sanitaire à l'étranger, dans certaines missions internationales. Et aujourd'hui, eh bien, il est totalement consacré à cet accompagnement des patients en fin de vie, et c'est une joie et un honneur pour nous de le recevoir. Il va être interrogé par Jeanne Bertin-Hugo, qui est psychologue de formation et qui coordonne les projets fin de vie au sein d'Alliance Vita. Bonsoir, docteur Alexis Burneau, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez travaillé 14 ans au SAMU et aux urgences avant de vous former aux soins palliatifs et vous diffusez la culture palliative en France et à l'étranger depuis maintenant plus de 10 ans. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi les soins palliatifs? Alors ça vient d'une rencontre. Dans mon parcours de médecine d'urgence, j'ai très vite été confronté à des patients en situation très grave aux urgences, parfois des gens qui venaient y mourir. Et j'ai bien vu que la situation de ces patients au milieu des nombreux malades des urgences n'était pas l'endroit idéal pour y être et une prise en charge qui n'était pas adéquate. J'ai eu envie de me former aux soins palliatifs, j'ai passé un diplôme universitaire et à l'occasion de ce diplôme universitaire, il y avait un stage en unité de soins palliatifs où j'ai eu une bonne alliance avec le médecin responsable de ce stage et j'ai continué l'aventure en étant à moitié en unité de soins palliatifs et l'autre moitié au SAMU. Ce qui paraît être le grand écart comme ça, mais en fait, ça a été l'occasion de découvrir deux mondes qui se parlaient pas beaucoup, alors qu'en fait, il y avait plein de liens communs et ça m'a permis d'être un peu le référent soins palliatifs pour le monde de la médecine d'urgence et le référent un peu urgence pour le monde des soins palliatifs et c'est comme ça qu'est partie l'aventure. Alors, on sait que des progrès considérables ont été faits pour soulager la plupart des douleurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qu'on fait en soins palliatifs? Alors, les soins palliatifs, d'abord, ce n'est pas ce que certains peuvent imaginer d'une ancienne façon de voir les choses, c'est-à-dire ce n'est pas les soins que l'on a une fois que le médecin curateur ou l'oncologue, si on est en cancérologie, n'a plus rien à faire. Ça, c'est un temps qui est révolu. Aujourd'hui, les soins palliatifs viennent s'intégrer dans le parcours du patient dès lors qu'il y a nécessité. Nécessité parce que des symptômes, des douleurs pas bien contrôlées, une gêne respiratoire, une détresse psychologique ou une logistique à domicile qui ne va pas. Et donc, on vient faire équipe ensemble pour permettre aux patients d'avoir la meilleure qualité de vie à domicile et garder une certaine autonomie. Donc, on se pose ensemble et on se présente comme
l'équipe qui permet cette autonomie, qui permet cette qualité de vie pour pouvoir continuer la route ensemble. Voilà le rôle principal. Donc c'est une activité qui est par des soignants de soins palliatifs, mais qui nécessite aussi tout l'entourage du patient, qu'il soit l'entourage familial ou son médecin traitant ou son kinésithérapeute, son nutritionniste, pour que cela puisse être possible. Vous m'interrogez sur la douleur. Moi, j'ai la chance d'être dans un centre de lutte contre le cancer où il y a un plateau technique important. C'est un lieu où on peut traiter la douleur de manière importante. Donc, on a les possibilités de soulager les douleurs osseuses où il y a des métastases avec de la radiothérapie. On peut mettre du ciment, on peut aller mettre dans les vertèbres, dans les côtes, dans un os long du fémur. On peut aller mettre des stents dans des voies biliaires bouchées qui font mal. On peut aller faire des blocs périnerveux grâce à l'aide de nos anesthésistes pour soulager des douleurs un peu intenses. On peut aller faire appel à nos collègues chirurgiens pour qu'ils réparent un os cassé sur une métastase. On a plein de possibilités de soulager autrement que par les antalgiques et qui permet d'avoir des soulagements plus durables. Et puis, dans des situations un peu extrêmes, on a la possibilité de mettre un cathéter au contact de la moelle épinière pour essayer de stopper complètement la voie douloureuse sur une zone particulière et permettre aux patients de retrouver un confort nécessaire et vital au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'alliance thérapeutique ? C'est finalement ce qui permet à un patient d'être en confiance avec une équipe et de pouvoir avancer avec cette équipe, de faire route et de savoir que en cas de besoin, il sait qui contacter et que les traitements qu'on lui proposera eh bien, seront soumis à son approbation, à son accord, éclairés des avantages et des inconvénients de ces traitements. D'accord. Alors, le 5e plan national de soins palliatifs a été présenté par le gouvernement pour 2021 à 2024. Dans ce plan, il y a le développement de la formation, de la prise en charge de proximité et avec une forme de graduation, une meilleure coordination avec les médecins de ville, et puis les soins palliatifs précoces dont vous avez parlé tout à l'heure. Selon vous, quels sont les besoins les plus importants ? Alors, vous venez de le dire, c'est capital ce plan, parce que vous avez en France une disparité importante de l'offre de soins palliatifs. Aujourd'hui, il y a 26 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Il y en a d'autres, comme la région Île-de-France, par exemple, qui sont mieux lotis. Donc, je vois quand même deux grandes choses importantes. Vous l'avez dit, il faut que les régions qui sont sous-dotées en soins palliatifs puissent être mieux dotées pour que un patient, une famille, une équipe qui a besoin de l'aide précieuse de ces soins palliatifs puisse l'avoir. Et puis, cette formation nécessaire, continue, forte, qui fait que tout patient, tout soignant, et j'allais dire toute la population, puisse être sensibilisée à la question des soins palliatifs, parce que les soins palliatifs, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement l'affaire de professionnels spécialisés. Quand vous avez une maladie grave, vous avez toute une famille qui est autour d'un patient, qui est un peu malade avec lui, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être accompagné. Et cette formation au regard, à l'approche des soins de cette personne malade est nécessaire. Et donc, c'est une formation qui se fait dans les études de médecine, bien sûr, mais aussi les études des autres soignants pour être un acteur efficace quand c'est besoin. Merci. Alors, dans votre expérience, je sais que vous avez déjà écouté des demandes de mourir, des demandes d'en finir, et je crois que vous avez aussi été témoin que les personnes peuvent évoluer sur ce sujet. Est-ce que vous auriez une histoire à nous raconter pour illustrer ça ? Vous avez raison. La question du souhait de mourir, finalement, plus tôt que ce qui serait prévu, est quelque chose qui est fréquent, enfin, qui arrive dans les esprits, qui est tentant. Nous, on observe de temps en temps des demandes de mourir, des demandes que la vie s'arrête maintenant parce qu'elle est trop dure à cause de la maladie. Notre expérience numéro 1, c'est que les gens qui expriment ce besoin, ils ont besoin bien souvent d'être soulagés. Ils sont prisonniers de douleur, ils sont prisonniers d'inconfort, et nous arrivons dans l'immense majorité des cas à ce que la prise en charge permette de soulager ces douleurs et donc d'apaiser cette demande. Vous demandiez ce qui arrive, ce que l'on voit, c'est que la maladie, le handicap, la vieillesse
change le point de vue des gens. Et vous avez des gens qui s'étaient jurés qu'en cas de telle situation, ils ne supporteraient pas l'idée de vivre. Et puis finalement, la réalité est autre. Et puis ils font encore un bout de chemin. Je me souviens d'un couple qui était venu consulter parce que madame était en phase avancée d'un cancer et plus en capacité d'avoir des fonctions cognitives normales et plus en capacité de bouger, de se déplacer, donc assez altéré dans sa situation. Et lui était sûr qu'il fallait que sa vie s'arrête parce qu'il s'était juré cela. Et en l'écoutant, en l'interrogeant, on s'est rendu compte que la qualité de vie qu'elle exprimait de son quotidien aujourd'hui était bien meilleure que ce qu'on imaginait et surtout que son mari imaginait. Et donc il s'est rendu compte que son épouse avait changé dans son point de vue à cause de la maladie. Et donc on a fait une autre route ensemble que celle qu'il avait imaginée. Pour enrichir notre réflexion sur la liberté, comment pensez-vous que les soins palliatifs aident à accompagner une personne en fin de vie en respectant sa liberté? Je crois qu'une des premières choses, c'est de pouvoir l'aider à enlever ce qui l'emprisonne. La douleur emprisonne. La douleur empêche de penser. La douleur empêche de vivre. La douleur empêche de dormir. On n'est plus nous-mêmes. Donc, il y a une exigence de soulagement. Une exigence très forte, j'allais dire quoi qu'il en coûte, pour permettre à la personne de retrouver ses esprits. Ça, c'est vraiment important. Vous m'interrogez aussi sur la liberté, parce qu'en ce moment, on met en avant la liberté de pouvoir décider de sa mort, la liberté de pouvoir décider de sa mort programmée. Et on a l'impression que toute la nation est en train de se mobiliser pour la liberté de mourir. Mais d'autres aimeraient bien aussi avoir la liberté de vivre, la liberté d'avoir un toit, la liberté de pouvoir se nourrir, la liberté de pouvoir avoir des soins, la liberté de pouvoir être soulagé, la liberté de pouvoir être accompagné. Est-ce qu'on se mobilise autant là-dessus? La liberté est quelque chose de difficile. Pour pouvoir respecter la liberté de quelqu'un, il va falloir que je l'écoute, que je le comprenne, que je vois ce qui est important pour lui. Vous savez, sur la question de la fin de vie programmée comme liberté ultime, nous avons eu une expérience assez forte qui a été celle d'un de nos patients qui a décidé d'une mort programmée à l'étranger. Il avait pris rendez-vous, le jour était fixé. Et la veille de cette programmation, il l'avait dit à tout le monde, il l'avait même écrite, il l'avait même publiée. Eh bien, il s'est retrouvé dans un état d'angoisse majeure. Il n'avait plus du tout envie d'y aller. Il était très inconfortable. Il regrettait un petit peu ce projet-là. Et ses proches, l'entourage, d'autres gens lui avaient dit « Mais enfin, renonce, c'est pas une obligation ». Il avait dit « Mais c'est pas possible, je vais perdre la face ». Un peu comme s'il était prisonnier de sa parole publique. Il a été à son rendez-vous et il a été jusqu'au bout de sa démarche. Était-il libre ? Était-il un homme libre jusqu'au bout comme il le pensait? C'est difficile de le savoir. Vous évoquez l'entourage de ce patient. Pensez-vous qu'il y a des choses à faire pour aider l'entourage? Quand une personne est gravement malade, ses proches sont malades, tout le monde est mobilisé. Dans nos consultations, dans nos hôpitaux de jour, nous recevons les patients et nous demandons qu'ils viennent avec quelqu'un de leur entourage, des proches, pour qu'ils puissent être témoins d'une partie des échanges, pour être en phase sur ce qui se passe, pour qu'il y ait d'autres oreilles qui entendent ce qui se dit, et puis pour aussi avoir un temps personnel avec eux, pour dire « Et vous, comment vous vivez tout ça? Comment ça se passe? Avez-vous besoin d'être aidé? Qu'est-ce qui vous manque ?» Et puis souvent, c'est de savoir qui appeler en cas de besoin, le jour, la nuit, les jours fériés, et puis de pouvoir compter sur nous. Ça aussi, ça fait partie de l'alliance thérapeutique. Les aidants ont besoin d'être aidés. Il y a des formations, il y a un peu ce qu'on appelle d'éducation thérapeutique, comment aider les aidants à être aidants et ne pas être épuisés en burn-out. On peut aussi parfois faire des séjours de répit en unité de soins palliatifs pour, entre autres, le répit de l'aidant en plus du répit du malade, parce qu'il est en première ligne. Il y a parfois un décalage entre ce que vit le patient et ce que son entourage vit. Et est-ce que parfois vous expérimentez ça? Oui, et en particulier quand il y a un décalage dans la vérité dite à chacun. On essaye de tout faire pour que l'annonce, l'information soit au même niveau pour le proche et la personne malade, avec son accord bien sûr, mais parfois il y a un décalage, parfois il y a du non-dit, parfois les choses
sont retenues. Chacun pense que l'autre pense quelque chose d'autre, mais les choses ne sont pas dites. Et ce décalage nuit à la bonne relation. La mise en vérité est très aidante. Ce décalage fait qu'on ne se regarde pas dans les yeux parce qu'on a une information qu'on pense que l'autre n'a pas. Et on essaye d'avancer pour que soit libérée cette vérité qui libère aussi ce décalage. Merci, docteur Alexis Burneau, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs. Merci encore. Merci. Merci au docteur Burneau de nous avoir fait plonger vraiment dans la réalité de son métier. Je crois que c'était extrêmement éclairant et ça nous a aidé à comprendre peut-être aussi que nos libertés ne sont pas éparpillées les unes à côté des autres, indépendantes ou indifférentes les unes aux autres, mais bien corrélées. Et la liberté de la personne en fin de vie est quelque chose de précieux, mais aussi de vraiment complexe. Il peut y avoir des ambivalences, un décalage avec l'entourage. Donc il y a un temps évident, nécessaire de temps pour accueillir ce qui doit se vivre. Et les clés pour cela, ce sont principalement la patience et l'écoute. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de deux autres personnalités qui se dévouent de tout leur cœur à l'accompagnement de personnes en fin de vie. Le premier, certains d'entre vous le connaissent peut-être, on l'appelle l'homme étoilé. C'est le surnom que lui avait donné l'une de ses patientes à cause des tatouages qu'il arbore un peu partout. Et c'est aussi comme ça qu'il signe ces livres BD qui l'ont fait énormément connaître, en particulier sur Instagram. Depuis quelques années, en effet, l'homme étoilé dessine ce qu'il vit parce que dans fin de vie, il y a vie, et ce qu'il vit de fort et de beau, il a envie de le partager sans l'embellir, mais sans l'affadir. Et la deuxième personne, c'est une violoncelliste, Claire Opère, qui est une femme qui a longtemps hésité entre la musique et la médecine et qui finalement, vous le verrez, a réussi à réconcilier ces deux vocations. Je ne peux pas garantir une mort idéale et parfaite à tous les patients que je soigne, mais je peux au moins garantir que je serai là. Paulette, c'est une patiente que j'ai rencontrée au premier jour de mon premier stage, première année d'études, dans un service de pneumologie. Moi, j'arrive dans sa chambre animée des meilleures intentions du monde et elle ne m'offre pas un mot, même pas bonjour ou au revoir, quoi. Elle tire la tronche, quoi, littéralement, quand je m'occupe d'elle, parce que les seules questions que je lui pose, c'est est-ce que vous avez mal, est-ce que vous avez eu des selles, et comment se porte votre respiration. Et au 5e jour, je lui raconte le week-end que je projette de passer avec celle qui est toujours ma compagne aujourd'hui, ça fait 15 ans. Et le lundi suivant, je retourne dans sa chambre. Elle me dit alors. Et je dis alors quoi? Elle me dit votre week-end avec la petite Lorraine. Mais il m'a fallu quelques années en fait pour comprendre que cette petite dame, la seule chose qu'elle voulait, c'était être considérée comme un être humain et pas comme une maladie ou une collection de symptômes. Et je pense que c'est une des erreurs qu'on fait très souvent en tant que jeunes étudiants, en tant que même jeunes professionnels. C'est non pas de soigner des gens, mais de soigner des maladies. Et Blanche, c'est l'histoire de 5 matinées compliquées avec cette petite dame qui fait douloureusement face à l'imminence de la mort. J'essaie de discuter avec elle, mais j'ai l'impression que tout la traverse. J'essaie de lui proposer un peu de musique, mais je la sens pas du tout enthousiasmée par l'idée. Et un matin, j'insiste pour que ce soit elle qui choisisse le programme musical de la matinée pendant la toilette. Puis elle finit par me dire du bout des lèvres que quand elle était plus jeune, elle adorait Brel. Je suis tellement heureux qu'elle m'ouvre cette petite porte que je fais le fou. Je danse avec son pied à perf, j'utilise sa perfusion comme micro. Et elle sourit en fait pour la première fois en 5 jours d'hospitalisation. Et le lendemain, dans le couloir de l'unité, sa fille m'interpelle. Elle dit hier, je suis rentrée dans la chambre de ma maman et je l'ai vue sourire pour la première fois depuis un long moment. Et quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a répondu c'est l'homme étoilé qui m'a mis du Brel. Je pense qu'elle n'a pas lu mon nom sur ma blouse. Elle m'a identifié à mes étoiles sur les bras. Et elle m'appelle l'homme étoilé parce qu'elle sait pas comment je m'appelle, tout simplement. C'est touchant, c'est amusant, c'est mignon et voilà. On connaît les vertus apaisantes de la musique, on n'en mesure peut-être pas l'étendue. La violoncelliste Claire Opère joue régulièrement dans un service de soins palliatifs et parvient, en quelques notes, à soulager les patients. Florence Mathieu et Fabienne Blévis l'ont suivie dans un centre hospitalier près de Paris. Tous les lundis, c'est un concert privé qui se joue dans chaque chambre de cette unité de soins palliatifs.
Un sourire apparaît sur le visage du patient alors qu'il ne peut plus se lever, enfermé dans un corps qui ne répond plus. Il se met à faire danser ses pieds. Une petite force à l'intérieur là qui vous dit que tu vois, rien. Ça va beaucoup mieux maintenant. Bien sûr, tout ne pas extra, mais alors, c'est bon, ça fait du bien. La vie reprend ses droits, le temps de la mélodie. Je me dis quelle joie d'avoir partagé ce moment avec ce monsieur extraordinaire qui a dansé, je trouve, avec moi, avec ses yeux, avec ses pieds, et avec lequel on a communiqué d'une façon profonde et joyeuse. Dans sa chambre, Patricia Di Giuliani bat la mesure. Elle est atteinte d'une très grave maladie respiratoire, mais au son de la musique, elle retrouve son souffle. C'est le rythme de la respiration qui, en fait, va suivre le rythme de la musique. Elle m'entraîne dans ce qu'elle joue. Voilà, donc effectivement, ça a un effet thérapeutique, en dehors de la partie plaisir, bien sûr. Toutes ces expériences auprès des patients, Claire Hopper en a fait un livre, Le pansement Schubert. C'est aussi l'intitulé de l'étude clinique qu'elle a menée. Après chaque visite, elle note toutes les réactions observées chez ses patients. Il y a une évaluation de la douleur avec des échelles validées. Il y a une évaluation également de la communication avec les expressions du regard, du visage, les mouvements du corps. Sa méthode a été approuvée scientifiquement et présentée dans les plus grands congrès médicaux. On a pu conclure effectivement que la musique, au cours d'un soin douloureux, diminue l'anxiété et la douleur des patients de 10 à 50%. On dit que ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre. On se rend compte, je trouve, que ceux qui accompagnent ceux qui vont mourir aussi ont beaucoup à nous apprendre sur tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire, c'est-à-dire rester humain jusqu'à la fin. Nous arrivons à notre séquence focus. Et aujourd'hui, une question majeure, celle de la clause de conscience que nous avons décryptée pour vous. Il y a régulièrement des propositions de loi qui essayent de les supprimer. En tout cas, cette clause de conscience pour les soignants, c'est notamment cette loi qui visait à renforcer le droit à l'avortement dont nous avons parlé en deuxième séquence, qui l'envisageait par exemple. Heureusement, il y a eu des levées de boucliers et un vibrant appel de soignants, notamment porté par le professeur Emmanuel Sapin, qui est chef de service en chirurgie pédiatrique à l'hôpital de Dijon, un appel qui a été signé par des milliers de soignants. Des sociétés savantes aussi, comme le Collège national des gynécologues, le Syndicat national des gynécologues aussi, l'Ordre des médecins, le Comité d'éthique, bref, beaucoup de sociétés savantes et de soignants se sont opposés à cette suppression. Ils y sont attachés, les soignants, et c'est bien normal. Au fond, cette clause de conscience, c'est un symbole de la liberté de penser. C'est un fondement des droits de l'homme. Alors heureusement, cette clause de conscience avait été réintroduite in extremis par de courageux députés en deuxième lecture, et à l'heure où je vous parle, elle est programmée pour le mois de janvier en lecture au Sénat. La clause de conscience, voici le focus Vita. La liberté de conscience est une valeur éthique essentielle et un droit fondamental reconnu dans tous les grands textes internationaux et protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté de conscience. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. L'objection de conscience consiste à refuser d'accomplir un acte prescrit, soit par un supérieur hiérarchique, soit par la loi, parce qu'il est contraire à des normes morales, éthiques ou religieuses fondées sur la liberté de conscience. La clause de conscience
est la reconnaissance par l'État de ce droit d'opposition dans certains cas précis où des valeurs fondamentales sont en jeu. En l'absence de clause de conscience officiellement reconnue, chaque citoyen garde le droit et le devoir d'exercer sa liberté de conscience dans des cas graves de lois considérées comme injustes ou illégitimes. La conscience bien formée doit alors résister et y suppléer. Mais quels sont ces différents cas ? Dans le domaine médical, la clause de conscience existe pour des actes qui mettent en jeu la vie et la mort ou l'intégrité physique des personnes. En France, une clause de conscience spécifique a été introduite en 1975 dans la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse. Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. La clause de conscience est également reconnue dans 2 autres situations. La stérilisation à visée contraceptive pour les médecins, la recherche sur l'embryon humain pour les chercheurs. Depuis plusieurs années, la clause de conscience sur l'IVG est régulièrement remise en cause, sous prétexte qu'elle rendrait plus difficile l'accès à l'IVG. En France, une proposition de loi en cours, la loi Gaillot, vise à supprimer la clause de conscience spécifique liée à l'avortement pour ne pas, dit-elle, stigmatiser les femmes. Cette proposition de loi a rencontré une forte opposition des soignants. Le Comité consultatif national d'éthique s'est prononcé pour son maintien en rappelant que l'avortement n'est pas un acte médical comme un autre. Le CCNE considère que la clause de conscience spécifique souligne la singularité de l'acte médical que représente l'IVG. Et concernant l'euthanasie, existe-t-il une clause de conscience dans les pays où elle est déjà légalisée ? Aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse, la loi garantit le droit à l'objection de conscience dans le domaine de la santé. Mais dans ces pays, on a aussi vu des évolutions pour limiter cette clause. Petit à petit, les institutions de soins sont contraintes d'accepter la pratique de l'euthanasie dans leurs murs. Au Canada, des centres de soins palliatifs ont dû cesser leur activité car ils refusaient de pratiquer des euthanasies. Pour résumer, si le droit à l'objection de conscience est garanti dans la loi, c'est un droit à préserver et à protéger si l'on veut qu'il puisse continuer à s'exercer. Il est très important, je crois, de comprendre qu'il n'y a pas en France 2 clauses, la générale et la spécifique, cette seconde étant superflue. Mais ceux qui veulent la faire disparaître, ils nous martèlent cet argument fallacieux, cet argument faux, elle n'est pas inutile. Au fond, c'est derrière, ce qui est tapis derrière ça, c'est une volonté de banaliser toujours plus l'avortement, et c'est aussi une forme de pression sur le personnel soignant dont il serait profondément injuste de balayer les convictions d'un revers de main. Il y a des différences entre ces clauses. La clause spécifique protège mieux les soignants. Si elle a été introduite, créée dès la loi Veil, c'est bien en raison du caractère particulier de cet acte qui ne change pas avec les années. Donc la supprimer, ce serait vraiment une atteinte grave à la liberté de penser. L'objection de conscience est un droit fondamental, une liberté constitutionnelle. Je crois que tout le monde, peu importe au fond son avis sur l'IVG, devrait vouloir défendre corps et âme. Alors avant de nous quitter, je vais vous présenter rapidement le mouvement Soulager mais pas tuer. C'est un mouvement qui rassemble plusieurs collectifs, des professionnels, des usagers de la santé, qui sont tous engagés au fond pour protéger la France contre cette dérive euthanasique dont nous avons parlé. Soulager mais pas tuer a été créé en 2014 et est parrainé par Philippe Pozzo di Borgo, qui a été rendu célèbre par un film que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, le film Intouchable. Il a écrit notamment une poignante tribune qui est présente dans votre carnet du participant que vous pourrez retrouver. Et ce mouvement Soulager mais pas tuer s'est mobilisé régulièrement à chaque fois qu'il y a eu des offensives pour faire avancer l'euthanasie ou le suicide assisté dans notre pays. Et
Avec Soulager mais pas tuer, il y a beaucoup de personnalités qui nous apportent leurs témoignages. Et avant de nous quitter, je voudrais vous en faire découvrir deux. D'abord, celui de Claire, voilà, qui va nous parler de la disparition de son père, mort par euthanasie. Et puis ensuite, celui d'Ange Provost, qui est une jeune photographe bien connue du réseau Instagram, qui a un message pour les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est sur son vibrant appel que nous allons nous quitter. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la dernière séquence. Quelle liberté au futur, avec encore, vous le verrez, quelques interventions très éclairantes. À bientôt. Bonjour à tous, donc je m'appelle Claire, j'ai 28 ans et aujourd'hui je viens pour vous témoigner un peu de mon histoire et de... Parce qu'il y a quelques mois, en fait, il y a mon papa qui a demandé l'euthanasie d'une maladie que j'ai moi-même depuis presque 10 ans. Et donc c'est sûr que ça a été un ouragan. Et du coup, ça me paraît normal d'en parler. Pour expliquer un peu, pour qu'on puisse comprendre, quand j'avais 11 ans, donc mon père avait 37 ans, il a commencé les symptômes de la maladie, ou en tout cas, ça a été attesté génétiquement qu'il était malade, quoi. Et donc, à ce moment-là, il a commencé à rentrer dans une dépression énorme et il s'est petit à petit isolé de tous ses liens. Et donc, c'est sûr que ça a été un énorme combat pour la vie, en fait, tant pour moi, pour sa femme, que pour toute ma famille, quoi. Et, mais il s'est coupé de ses frères et sœurs, de ses amis, enfin de tout le monde. Et du coup, c'était un combat pour la vie en plus qui était très lourd parce qu'il reposait en fait que sur nous. Et donc, c'était épuisant. Elle a rencontré papa et vraiment, 10 jours après, il était piqué, quoi. Et pour moi, elle l'a même pas écouté, quoi. Je trouvais ça tellement... moi, ça m'a... Puis, juste après, je suis montée pour le voir, parce que, j'attends de voir papa. Et en fait, je l'ai vu coucher sur mon lit, et puis j'ai tellement crié, quoi. J'étais là, mais il l'a fait, quoi. Il l'a fait. Je le prenais dans les bras, et l'instant après, il était plus là, mais... c'était tellement bizarre, quoi. Les médecins qui l'ont écouté n'ont juste écouté que son cri à l'aide et ils n'ont juste vu que sa maladie, mais pas son désespoir, quoi. Les médecins qui l'ont rencontré, toutes les personnes neutres, en fait, qui l'ont rencontré auraient pu dire, mais pose-toi, réfléchis, discerne, digère, et après, on pourra prendre des décisions peut-être, et encore moi mais là, pour moi c'était juste une décision qui a été prise à chaud par peur par manque d'écoute en fait. Salut, je suis Ange Provost, j'ai 28 ans et je suis photographe. J'accompagne du coup les familles dans les grands moments de leur vie. Je pense que ce qu'il faut garder en tête avant tout, c'est que l'euthanasie, le recours à l'euthanasie, c'est un appel à l'aide. On ne demande pas la mort pour la mort en elle-même. Ce qu'on recherche en demandant une euthanasie, c'est un appel à l'aide. On veut soulager une souffrance, une douleur, une dépression, un handicap pesant. C'est jamais juste pour la mort elle-même qu'on a recours à cette solution dernière. L'euthanasie, finalement, c'est de se retrouver face à une personne âgée, ou souffrante, ou porteuse de handicap, ou accablée par une dépression, qui vous tend une main, et nous, on tend une seringue. Au fond, je me demande quelle génération ça fait de nous, puisque demain, c'est nos grands-parents, c'est cette génération qui nous a portés, qui nous a bercés, qui nous a élevés, qui va se retrouver en fin de vie, et c'est une génération qui ne veut jamais déranger. Et on va leur présenter deux choix, des soins palliatifs, une maison de santé, un accompagnement, ou une euthanasie, pour pas déranger. Et ne serait-ce que proposer ce choix de solution finale et radicale, c'est se dédouaner de ces derniers instants, ces dernières années de gratitude qu'on pourrait leur rendre pour nous avoir portés, élevés, bercés. Ça nous laisse une dernière occasion de prendre cette main qui nous ont tendue pour nos premiers pas et les accompagner eux pour leurs derniers pas.
Alors bien sûr, ça ne concerne pas que nos grands-parents, parce qu'il y a des personnes qui sont dans ces états de souffrance et qui sont seules, qui souffrent précisément de cette solitude. Mais à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas le rôle de la société tout entière de tendre une main? Il n'y a aucune grande civilisation qui achève au lieu d'aider. Autrefois, au temps de Socrate, la ciguë, c'était un châtiment, une peine de mort. Je ne pense pas qu'en un claquement de doigts, ça devienne un jour un médicament. C'est la potion magique des lâches, en fait. C'est celle d'une génération qui ne répare plus et qui jette. Sauf que là, il s'agit de vie humaine et pas d'un nouvel iPhone. Je ne veux pas que ma génération soit celle de l'ingratitude. Je voudrais faire partie d'une civilisation où on ne permet pas de donner une seringue à une personne plus faible, comme on donne une sucette à un enfant après une mauvaise chute. On est de cette génération qui n'a connu aucune grande guerre, et le seul héroïsme qui est à portée de notre main, il est littéralement à portée d'une main tendue.